le rendu esthétique, c'est ni plus ni moins que la conséquence en fait de ta discipline. Voilà, tu fais l'haltéro, tu as un corps d'haltérophile, tu fais du crossfit, tu as un corps de crossfitter, automatiquement ça joue, mais c'est vrai que c'est pas le but premier. C'est vrai qu'en arrivant avec un passif de musculation et du coup de renfort, en termes de blessures et du coup en termes de capacité sur des mouvements dynamiques, on est forcément beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui n'a pas ce passif-là et qui du coup n'a pas une base musculaire suffisante pour encaisser en fait ce mouvement dynamique et ce volume d'entraînement, quoi. C'est facile de faire un coup d'éclat une année, voire deux. Mais par contre, de rester dans le top pendant des années, ça demande une discipline en fait et un engagement que peu de personnes sont capables en fait de mettre. Oui, on est là pour faire, mais adapter en fonction de la forme. Et justement, c'est en adaptant en fonction de cette forme qu'en fait, on va mieux vivre ce cycle, mieux vivre l'impact que ça peut avoir sur l'entraînement et continuer à s'entraîner surtout. Ok Tina, c'est parti pour le podcast. Comment tu vas? Très bien, je te remercie. Je suis très contente d'être là, ça me fait très plaisir. Ouais, et merci. toi? Écoute, ça va très bien aussi. Un joli vendredi matin, c'est une belle journée ici, donc on va avoir du beau temps tout le week-end. On va bien profiter d'aller dehors. Un grand merci déjà à Jessica Vetter qui nous a mis en contact. Donc merci Jess pour l'intro. Ouais, merci Jess. Et pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur toi? Qui es-tu et que fais-tu? Moi, je suis une mamie du CrossFit, apparemment maintenant. C'est vrai que j'ai été athlète CrossFit où j'ai eu fait les régionales en individuel en 2017-2018. J'ai eu fait quelques compétitions. J'ai eu fait les French 5-6 ans. J'ai eu fait les Swiss Alpines avec Willy. J'ai eu fait les Wodapalooza. Voilà, j'ai eu fait quelques compètes à un certain niveau. Quelques-unes que j'ai gagnées, quelques-unes voilà, j'ai fait office de figurante et puis c'est vrai que de fil en aiguille, je me suis aussi de plus en plus tournée en fait vers l'aspect santé où malgré tout au fur et à mesure justement de cet acharnement entre guillemets, de cet entraînement, je passais un petit peu à côté de mon aspect santé et c'est vrai que du coup ce qui en découle c'est mon approche actuelle. Donc, je suis coach sportif, honneur de boxe à Reims, en France, à une heure et quart de Paris. Et voilà, donc je suis dans le milieu du CrossFit depuis maintenant 2013-2014. Et voilà, j'ai eu un passif d'athlète, un passif où je coach pareil depuis 2015-2016. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est pas mal. On va d'abord revenir sur ton historique de compétition et tes expériences à ce niveau-là et on parlera ensuite de ton approche actuelle. Donc, Ok. tu étais notamment, d'après ce que je suis allé voir tes stats sur le site des CrossFit Games. Des games. Tu étais classée première en Open en France, c'est ça, en 2017 Oui, 2018. alors j'ai fait j'ai fait deuxième en 2015. Après, j'ai fait première française 2017-2018. Ouais, première française 2017-2018 où justement c'était là où il y avait des qualifications aux regionals. Et Ouais. après, après c'était un autre système en fait de points, un autre système de qualification où là je me suis un peu plus mise en retrait parce que et mentalement j'étais un petit peu passée à autre chose et physiquement aussi quoi. Donc à partir de 2019, voilà. Mais c'est vrai que grosse période de 2015 à 2018-2019. Qu'est-ce qui Donc t'a oui, première française. Dis-moi. qu'est-ce qui t'a attiré dans le CrossFit au départ? Je venais de la musculation où j'ai eu fait de la compétition en culturisme. D'accord. J'ai fait du bodybuilding, un body fitness. Et en fait, j'ai commencé la musculation parce que j'ai toujours aimé le sport en soi. Et la préparation physique, on faisait beaucoup de muscu. C'est de fil en aiguille, je fais comme tout le monde pour reprendre le sport. Je me suis remise au sport, entre guillemets, dans une salle de fitness. J'ai fait de la muscu où j'ai toujours eu quand même eu ce goût de l'effort et ce goût de la compétition. Donc, je me suis dit, ok, je le fais, mais faut qu'il y ait un but derrière ça. Et de fil en aiguille, donc je me suis entraînée pour une compétition de body. Et c'est avéré que c'est quand même, de mon point de vue, j'ai trouvé ça absolument pas à mon image. C'est vrai que c'est un but esthétique, mais je me suis pas du tout sentie à ma place en fait dans ce milieu-là. Et j'ai découvert 3-4 semaines après le CrossFit,
où là, je me dis, bah oui, en fait, je fais ça pour ça. Alors, il n'y a pas de routine. Automatiquement, quand tu pars d'une discipline où lundi, c'est dos, mardi, bras, mercredi, jambes, forcément, tu arrives là, peu importe le jour de la semaine, peu importe le jour de l'année, en fait, tu vas faire totalement autre chose que la veille et que la semaine d'avant et que 15 jours avant. Donc, de suite, en fait, cette diversité m'a plu. Et puis, c'est surtout qu'on est dans une quête, non pas de l'esthétique en lui-même. Alors, bien entendu, le rendu esthétique, c'est ni plus ni moins que la conséquence, en fait, de ta discipline. Voilà, tu fais l'haltéro, tu as un corps d'haltérophile, tu fais du crossfit, tu vas avoir un corps de crossfitter, automatiquement, ça joue. Mais c'est vrai que ce n'est pas le but premier, c'est vraiment le goût du sport. Le goût du sport, la performance pour qui veut, mais surtout, voilà, on fait ça parce que c'est vrai qu'en plus, à l'époque, c'était vraiment à la bonne franquette, où à la fin, ça finissait en barbecue. Et c'est vrai que, voilà, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a attirée. On fait pour faire, pour se faire plaisir. Et c'est vraiment ça qui m'attire dans le CrossFit. Et bien entendu, il y a tellement de panels de mouvements et d'axes de développement que pour quelqu'un justement qui a le goût de la compétition, mais juste le goût du dépassement de soi, en fait, de la progression en elle-même, mais c'est motivant en fait. Voilà, c'est ça qui m'a plu justement. Parce que tu dis qu'au final, au fur des années, tu progresses sur différentes choses et tu te rends compte que même, et j'ai des exemples au quotidien, tu peux avoir 40, 45, 50 ans, tu continues à progresser. Ouais. Toute ta vie. Est-ce que tu sens que ton passé avec tes expériences en musculation, est-ce que ça t'a donné un avantage de prime abord quand tu es arrivé dans le CrossFit en termes d'endurance, de tolérance à la charge, ce genre de choses? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, clairement. Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le CrossFit, j'avais un squat à 100, j'avais un soulevé de terre à 100, 110, je savais faire des tractions, je savais faire des pompes. C'est vrai que pour une femme, automatiquement, surtout en termes de gym, tout ce qui est répulsion, traction au poids de corps, c'est vrai que c'est ce qui pêche au premier abord. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'avais déjà un passif de force en lui-même. Donc, même les mouvements d'haltéro, si ce n'est la technique, il y avait des choses qui passaient plus ou moins en force. Donc, il y avait en fait ce gain nerveux que j'avais en amont, que pour quelqu'un qui n'aurait pas eu ce passif-là, forcément, j'avais un avantage. En termes de résistance musculaire aussi, mais quand même moins, le CrossFit m'a beaucoup plus aidé en termes d'endurance musculaire que la musculation en elle-même. Est-ce que tu as maintenu un fil de musculation à tes débuts dans le CrossFit ou est-ce que tu as complètement, on va dire, basculé du côté des WOD et de la structure, on va dire, classique CrossFit? Comment est-ce que tu as effectué cette transition? Au tout début, non, j'ai complètement arrêté la musculation. Je me suis vraiment focalisée. C'est vrai que de toute façon, j'étais suivie, j'étais coachée par justement, on était dans une séance type CrossFit, voilà, warm-up, style, force, 10, 15, 20 minutes, et après, on avait le WOD. J'ai toujours été là-dedans. Alors, ce qui est bien, alors à terme, de par aussi ton diplôme, ton expérience, tu te rends compte. Au début, on était un petit peu... on était dans les prémices du CrossFit tout en étant clairement bien encadré. J'avais un super préparateur physique qui s'appelle Guillaume Doma. Et c'est vrai qu'il faut que je le cite parce que c'est quelqu'un vraiment qui est un des précurseurs du CrossFit en France et qui a commencé donc en 2012, lui, à Manosque, dans un tout petit bled au sud-est de la France, qui est très, très compétent dans ce qu'il fait et qui s'est dit, bah, OK, j'ouvre une box de CrossFit. Il a donc créé CrossFit Manosque, qui à l'époque... Maintenant, de fil en aiguille, ça n'était plus CrossFit. Enfin bref, c'est devenu autre chose. Et à chaque fois, dans ses WOD, dans ses corps de séance, il avait toujours quand même une adaptation de façon à avoir des mouvements agonistes-antagonistes. Quand il y a trop de tirage, on fait un petit peu de poussée. C'était très, très bien agencé. Donc, c'est vrai que d'avoir arrêté la musculation, mais d'avoir continué uniquement comme ça, fait qu'en termes de blessures, qu'on pourrait dire, il n'y en a jamais eu, étant donné qu'en fait, c'était suffisamment bien structuré. Après, malgré tout, c'est vrai que c'est pas uniquement la séance en elle-même qui va jouer sur tout le reste de la journée. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est 1 heure dans les 24 heures, donc il y a les 23 autres heures de la journée. Et au final, c'est vrai que quand on peut arriver justement à cette blessure, ou en tout cas à ce stress permanent, c'est tout l'environnement à côté, l'alimentation, le sommeil, enfin voilà, je vais rien t'apprendre. Mais c'est vrai que ça, au final, a pu jouer en défaveur de certaines blessures. J'ai eu des blessures tardives,
justement qui ont été dues à un trop gros stress, non pas forcément lié à l'entraînement, mais à tout le reste autour. Et en fait, à ce que l'entraînement, en second abord, aurait pu avoir comme effet sur le corps. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, beaucoup plus de renforcement, beaucoup plus de muscu. Parce que voilà, c'est vrai qu'en arrivant avec un passif de musculation et du coup de renfort, en termes de blessures et du coup en termes de capacité sur des mouvements dynamiques, on est forcément beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui n'a pas ce passif-là et qui du coup n'a pas une base musculaire suffisante pour encaisser en fait ce mouvement dynamique et ce volume d'entraînement, quoi. Est-ce que donc ça, c'est quelque chose que tu as remis dans ta programmation un petit peu par la suite, Oui, ou peut-être clairement. que plusieurs années plus tard? Tu es revenu, Oui. tu es revenu sur la muscu, Je suis réintégrer revenue ça? sur... Oui. Qu'est-ce qui Alors, t'a, oui, sur la muscu en elle-même. qu'est-ce qui t'a poussé à réintégrer cet aspect-là de ton entraînement dans le CrossFit? L'aspect santé, et puis surtout, je m'étais blessée. C'était pour les Wodapalooza en 2017. Sur un arraché, je me suis déchiré le sous-scapulaire. Donc, j'ai voulu retenir la barre, elle est partie derrière. Et ce qui fait que pendant bien 5-6 mois, déjà pendant des jours, je pouvais pas bouger le bras, je pouvais pas lever l'épaule. Et c'est là où je me suis vraiment dit, OK, c'est peut-être un peu trop en fait. C'est peut-être un peu trop, il y a un trop gros volume. Et puis c'est surtout que quand tu n'es pas pro, en fait, ton corps, c'est ton outil de travail. Donc, tu te dis, tu n'as pas le droit de te faire mal. Et puis, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, dans le sens où tu ne gagnes même pas ta vie avec ça. Et puis, malgré tout, tu te rends compte qu'au final, tout ce renfort que tu vas avoir en plus fait que, sans forcément avoir des mouvements d'haltérophilie ou des mouvements polyarticulaires, même si tu les gardes quand même au sein de tes entraînements, mais avec une charge moindre, vont quand même t'aider et te faire progresser sur des mouvements, de travailler beaucoup en unipodal, en unilatéral, fait que d'être en sous-tension, fait que même quand tu es arrivé sur des charges lourdes, sans en avoir forcément fait en amont, tu n'auras pas perdu. Tu n'auras pas perdu, voire au contraire, tu te seras entraîné peut-être un petit peu plus intelligemment, justement, et tu ne seras pas cramé nerveusement comme on peut avoir d'être toujours sur des pourcentages super hauts toute l'année, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment eu, et l'expérience fait que, forcément, l'expérience fait que tu testes, tu vois ce qui se passe et tu te rends compte que oui, au final, ça fonctionne. Quelles étaient tes compétitions préférées, ou les meilleurs souvenirs que tu as eu en compétition CrossFit? Les meilleurs souvenirs, c'était clairement les regionals. C'était les regionals à Madrid. Forcément, c'est la fête foraine, en fait. On est à côté des athlètes qu'on admire aux Games. On est à côté, justement, de ces grands noms qui sont hyper accessibles, en plus, justement, où... je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais c'est vrai qu'en France, on est quand même assez éloigné. Alors, c'est vrai que y a des courants qui peuvent changer, hein, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins accessible. Alors que justement, au final, les plus grands champions, c'est ceux qui sont le plus humbles et qui se rendent le plus accessibles. Et j'ai vraiment trouvé ça très, très, très plaisant. Et puis se dire qu'en fait, voilà, tu y es. Tu peux passer à côté d'une compétition où mentalement, justement, tu te focalises plus sur ce que font les autres, sur d'être impressionné en fait par le moment présent et par se dire, mince, alors qu'en fait, tu te rends compte trop tard, parce que du coup, c'est après que tu t'en rends compte, mais que la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est sur ton travail, ce sur quoi tu es en train de faire à l'instant T. Plutôt le niveau des autres, en fait, tu n'en es pas responsable. Donc, en fait, c'est vrai que c'est à la fois des meilleurs souvenirs et en même temps des leçons, parce que tu tires ces leçons-là dans le sens où tu te dis, oui, je peux passer à côté d'une compète, je peux passer à côté d'un événement, parce que mentalement, je peux être le plus près physiquement possible. Si mentalement, je ne suis pas dedans, automatiquement, ça ne le fait pas. Parce qu'arrive un moment où... alors, nous, en l'occurrence, régional, c'est vraiment un écart énorme entre le top 5, le top 10 et nous les autres. Donc forcément, ceux-là, on ne peut pas y toucher, mais tous les autres, arrive un moment où physiquement, on a tous le même niveau. Et après, ça se joue vraiment dans la tête. Ça se joue vraiment dans la tête sur celui qui va être là, focus maintenant, à l'instant présent, sur ce qu'il est en train de faire. Donc ça, vraiment, les régionales, ça m'ont permis justement d'en tirer ces leçons. Parce que c'est vrai que j'avais tellement de pression et j'étais tellement impressionnée en fait par autour que je suis passée un peu à côté. Mais voilà, c'est fait et de toute façon, on n'y reviendra pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi les Wodapalooza où en fait, c'est ni plus ni moins que c'est démesuré aux États-Unis.
c'est vrai que c'est quelque chose où nous, Européens, on arrive là-bas, c'est le feu d'artifice, c'est vraiment à l'américaine. Donc, c'est super drôle, en fait, parce que, voilà, on revient à la réalité lorsqu'on rentre, parce qu'on dit, en fait, on était déconnectés pendant 3-4 jours. Et puis les French où ça reste quand même une grande compétition européenne. Et puis c'est un rendez-vous, voilà. C'est mes meilleurs moments. Il y en a d'autres, forcément, mais c'est vrai qu'en tant que compétiteur, c'est les plus grosses compétitions que tu aies pu faire qui te marquent. Tu as parlé d'une leçon sur l'aspect de la préparation et se focaliser sur ce que tu es capable de faire et ne pas trop regarder autour. Quelles autres leçons as-tu pu tirer de tes années de compétition en CrossFit? Mais déjà qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Alors, j'exagère, mais ça prend des années, en fait, d'avoir un super niveau. Même moi, je n'ai jamais connu le très haut niveau. Je suis jamais allée aux Games. J'ai pu toucher les regionals, mais ça prend du temps. Et en fait, c'est aussi très, très dur de rester à un très bon niveau. C'est facile de faire un coup d'éclat une année, voire 2. Mais par contre, de rester dans le top pendant des années, ça demande une discipline, en fait, et un engagement que peu de personnes sont capables, en fait, de mettre. Il se trouve, alors, en termes de leçons, c'est vraiment un engagement de sa part, où en fait, on peut avoir la meilleure programmation du monde. Si on ne croit pas en ce qu'on fait, si on ne met pas l'engagement nécessaire dans ce qu'on fait, dans tous les cas, on n'aura pas de résultat, quoi. Donc, de croire en ce qu'on fait, de croire aux trust de process, ils disent, c'est vraiment ça. En fait, c'est ne pas se focaliser sur l'objectif. Et ça aussi, cette expérience-là peut jouer où justement, on a tendance à se donner des objectifs qui sont des fois un peu trop lointains, un peu trop importants. Et du coup, au quotidien, on a tendance à se miner et du coup à freiner sa progression parce que il suffit qu'on soit un petit peu moins bien un jour pour que justement on perde pied et on se dise mince, au final je passe à côté, au final je suis pas prêt, je suis pas bon, c'est pas mon truc. Alors qu'il faut vraiment voir sur du long terme déjà et surtout se focaliser sur des petites victoires entre guillemets du quotidien, sur des sensations et accepter en fait d'être fatigué certaines fois et essayer de faire en fonction et se dire que de toute façon on est humain, on n'est pas des machines. Il y a une différence entre justement maintenant, avant dans le CrossFit on pouvait se permettre sans être pro d'être à un super niveau. C'est vrai que maintenant il y a vraiment les athlètes pros qui gagnent leur vie avec ça, qui ont leur vie agencée autour de ça et voilà, et les autres, et c'est là où maintenant quand on a des compétitions élites, il y a certes des personnes, et on l'a encore vu les week-ends derniers justement, qui ont leur boulot à côté, qui ont leur vie quotidienne à côté et qui arrivent à avoir un super niveau, et quand même ceux qui en vivent. Mais du coup, il faut aussi comprendre que à trop se focaliser du coup sur justement ces objectifs-là qui sont parfois tellement lointains, et parfois on a une vision, et ça aussi je l'ai compris, à force de se sentir au quotidien, on a souvent, nous, une vision un peu trop idéalisée de ce qu'on est capable de faire. C'est vrai que lorsqu'on part pour une séance, quelle qu'elle soit, quel que soit le type d'entraînement, de l'endurance, de la force, de la gymnastique, peu importe, on a toujours un plan idéal en tête. On a tendance à se surestimer un petit peu tout le temps. Et quand, au sein de la séance, on voit qu'on ne tient pas à ce qu'on s'était donné au départ, là, pareil, ça peut jouer sur le moral, ça peut jouer sur le mental et du coup, sur l'instant T et la progression. Alors qu'en fait, il faut accepter ça. Il faut accepter et justement agencer en fonction. Et aussi, surtout, alors, ça, c'est vrai qu'au quotidien, je le vois plus chez les femmes. Je l'ai sûrement eu moi aussi. Un peu moins chez les hommes, mais aussi chez les hommes. C'est qu'en général, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. De se dire, mince, qu'est-ce que je fais ? Enfin, je suis un escroc, je suis là, qu'est-ce que je fais là ? Alors qu'en fait, sa place en finale, sa place en compète, on l'a autant mérité que les autres. Et se dire, on peut vite facilement, je l'ai été, moi j'étais pas forcément un gros gabarit, je suis pas grande, j'ai perdu du poids actuellement, mais j'étais un petit peu plus costaud. Et c'est vrai que on est facilement impressionné par justement quelqu'un de très affûté, quelqu'un de très grand, de très massif. Alors qu'en fait, nous, au final, si tu y es, c'est que tu l'as autant mérité que les autres. Et justement, on en revient encore à ce qu'on disait, à trop regarder les autres, tu perds en fait les bénéfices que tu peux avoir sur toi et sur ce que tu fais à l'instant présent. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une différence entre s'entraîner tout seul,
s'entraîner avec quelqu'un. Je me suis toujours entraînée toute seule, mais j'avais toujours en tête d'avoir un némésis qui faisait que je l'avais à côté de moi pendant que je m'entraînais. Il prenait la récup que je prenais la récup que lui ne prenait pas. Il lâchait au moment où, enfin, il lâchait pas, pardon, ou moi au moment où je lâchais. Et c'est vrai qu'à avoir ça te permet de progresser, mais en même temps, ça t'use énormément mentalement. Ça t'use mentalement de devoir te mettre dans le dur tous les jours, en fait, tout seul. Alors que quand tu as quelqu'un à côté, par contre, il faut trouver du coup quelqu'un qui a plus ou moins le même niveau, ou en tout cas qui adapte de façon à avoir le même niveau que soi, voire quelqu'un qui soit meilleur, et dans ce cas-là, tu progresses encore plus. C'est tellement plus motivant, et puis même du coup, tu vas à l'entraînement, quand tu es tout seul, des fois, il faut vraiment se donner des coups de pied aux fesses, quoi. Alors que lorsque tu as quelqu'un, automatiquement, tu te motives un petit peu plus, quoi. Voilà un petit peu les choses que j'en tire et qui, actuellement, me permettent d'appréhender les choses avec beaucoup plus de recul. Et prendre du recul aussi sur la performance. Prendre du recul sur la performance où, justement, on peut faire l'amalgame, quand on est vraiment dans son truc, on peut faire l'amalgame entre être une bonne personne et être un bon athlète. Et c'est vrai qu'on peut souvent le faire, alors que ça n'a strictement rien à voir. Comme un très bon athlète n'est pas forcément une bonne personne, comme un très mauvais athlète n'est pas forcément une mauvaise personne. Et au sein d'une compétition, de toutes les épreuves, une épreuve en elle-même ne résume pas notre niveau. Comme une compétition en elle-même, alors une compétition avec toutes les épreuves, forcément, on est un peu plus dans le vrai, mais ne résume pas complètement notre niveau. Et il faut prendre le recul suffisant sur ça, en fait, et ne pas se miner parce que du coup, mentalement, ça joue sur tout le reste du week-end. Ouais, ça, je pense que c'est un point qui est super important. J'en ai parlé avec d'autres personnes sur le podcast et j'ai eu l'opportunité de passer un petit peu de temps avec Claudia il y a 2-3 semaines de ça et de passer un peu de temps dans son environnement, autant d'entraînement que familial, et de voir en fait l'ancrage qu'elle a au niveau de sa famille et de voir la base de soutien et sa personne en dehors du sport. Encore une fois, elle est au top en France maintenant au niveau CrossFit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une base, une personnalité, quelqu'un de très, très positif, quelqu'un qui a des proches qui la soutiennent. Et ça, c'est super important parce que c'est véritablement la base de notre personne. Et si on n'a pas ça et qu'on n'a que la compétition, le jour où la compète ne va pas bien, le jour où on se blesse, eh ben, on n'a plus rien en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Et c'est ce qui se passe même au niveau des néophytes et de ceux qui découvrent le sport, qui découvrent le crossfit, qui découvrent le sport avec le crossfit. Et même ceux qui se mettent dedans et justement qui ont en général pas trop de responsabilités à côté, des gens qui n'ont pas forcément d'enfants, qui n'ont pas non plus un train de vie trop stressant. Et au final, toute leur vie tourne autour de l'entraînement, autour de ça. Je suis tombée dedans aussi. Mais le problème, c'est que justement, notre vie ne se résume pas à ça. Surtout quand on n'est pas pro. Enfin, encore moins, quoi. Et c'est vrai que, comme tu dis, le jour où justement ça ne va pas, à trop se focaliser sur ça, ben mince, qu'est-ce qui me reste à côté? Et c'est pour ça que c'est super important, et je sais que Willy est très, très fort pour ça, c'est que d'avoir plein d'axes à côté de passions différentes, parce que, ok, on est passionné par ce qu'on fait, mais on peut en avoir d'autres, et heureusement, des passions, un métier dans lequel on s'épanouit, un cercle aussi justement qui nous permet de sortir mentalement de ça, et c'est super important, parce que à être dedans tout le temps, au bout d'un moment, même si justement c'est toute ta vie, ben, tu satures en fait. Et de trouver cet équilibre-là, c'est justement ce qui te fait durer, et ce qui te fait prendre le recul nécessaire en te disant, ben tiens, oui, ok, mais il y a autre chose à côté. Et heureusement, je construis autre chose à côté. Parce que, de toute façon, une carrière sportive, quoi que ce soit, hein, c'est jamais jusqu'à 80 ans. Donc, automatiquement, il faut penser à l'après et à l'autour. J'avais entendu une conversation où il disait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de carrière dans le sport. C'est des opportunités, mais il y a très peu de sports où tu fais véritablement carrière, où tu vas faire 40 ans dans le même sport. C'est une opportunité pour peut-être quelques années et peut-être plusieurs décennies pour les meilleurs, mais encore une fois, ça dépend des sports. Mais tu ne peux pas avoir que ça. J'aime bien penser à l'idée tu diversifies ton portfolio au niveau économique, eh ben, faut le diversifier au niveau émotionnel aussi. Et donc, il faut avoir, en gros, la tête dans plusieurs choses différentes pour que, justement, tu puisses aller te ressourcer dans quelque chose d'autre et ne pas être one-track mind et seulement être sur une chose tout le temps. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est super important. Mais au final, ce n'est pas que dans le sport, c'est dans n'importe quoi au quotidien. C'est super important.
Est-ce que tu aurais des conseils justement pour quelqu'un qui peut-être se retrouve et se retrouve dans ce qu'on décrit du fait d'être complètement investi dans l'entraînement, ce qui est pas bien ou mauvais, c'est simplement comme ça. Et c'est super si cette personne a peut-être s'est trouvé une passion pour la discipline, pour le sport. Comment est-ce qu'on peut commencer à penser au-delà du sport avant que ce soit trop tard? Parce que les leçons, on les apprend souvent au travers de blessures, au travers de faux pas, au travers d'erreurs qu'on fait. Mais peut-être que pour ceux qui nous écoutent, s'ils peuvent prendre un cran d'avance, éviter quelques blessures, éviter quelques moments difficiles, comment Oui. voilà, simplement prendre le taureau par les cornes et faire en sorte qu'on ait cette diversification en amont Oui. de ces problèmes qui pourraient arriver. Ben, en fait, je pense que la façon la plus simple, c'est de sortir de sa salle d'entraînement. Parce que c'est vrai qu'au final, on passe des heures à la salle d'entraînement, alors ou pas, ou sur son vélo, ou dehors en courant. Et encore dehors, du coup, ça nous permet de voir du paysage, des fois de tomber sur des trucs où on pourrait s'intéresser. Mais ça dépend de mon cours. Mais justement, je pense que le plus simple, c'est de sortir et d'aller faire un tour dans là où, alors c'est pareil partout, ça dépend où on habite automatiquement. Mais quand je dis sortir, c'est pas forcément sortir au sens. Alors, le mieux, c'est de sortir au sens propre du terme, où tu sors le nez de chez toi. Parce que malgré tout, tu restes encore dans une salle, ou en tout cas dans ton univers d'entraînement, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de s'intéresser en fait. On peut se découvrir une passion très tardive, hein. Et d'ailleurs, on évolue tous. Il y a des choses qui ne nous intéressaient pas il y a 10 ans qui maintenant nous intéressent au contraire beaucoup. Sur que ce soit des aspects artistiques, ça peut être de la photo, ça peut être une expo, ça peut être un musée, peu importe. Ou en tout cas, ça peut être de la gastronomie, ça peut être des cours de cuisine, ça peut être de la couture, enfin, ou du film, ça peut être n'importe quoi, ou même une autre activité physique. Et au contraire, des fois, d'aller voir autre chose. On dit toujours, c'est fais autre chose en dehors de ta salle d'entraînement parce que ne serait-ce que le crossfit, c'est vrai qu'à la base, le crossfit, on est quand même sur une discipline de la préparation physique. Donc, ça veut bien dire qu'on se prépare pour d'autres disciplines et pour autre chose. De faire autre chose que du crossfit, ou même, c'est vrai qu'on parle beaucoup du crossfit, mais ça peut être de la simple course à pied. C'est vrai que j'ai beaucoup de coureurs et c'est vrai que le bémol, entre guillemets, des coureurs, c'est que ce qu'ils aiment, c'est courir, normal. Mais du coup, autre chose que courir, c'est compliqué, quoi. Alors qu'en fait, justement, faire autre chose, faire cette prépa physique, ça les aide. Pareil pour n'importe quel type de discipline. Et aussi, ça peut être aller soi-même s'intéresser. Maintenant, on a un accès à l'information qui est tellement énorme avec Google, avec plein de choses qu'en fait, je pense que maintenant, comparé à avant, et encore avant, c'était encore délicat parce que on n'avait pas tout ça. Et avant, c'est vrai qu'on avait plus tendance à aller dehors. Maintenant, avec les réseaux sociaux, en plus, on est tellement connecté sur notre environnement qui font que, de toute façon, ok, tu n'y es plus, tu prends ton téléphone, tu vois ce que font les autres, nanana, tu vois ça, donc tu es encore dedans. Donc, arriver vraiment à couper et se laisser, en fait, la possibilité même de s'ennuyer. On dit aux gamins, faut au contraire, faut arrêter de leur donner des trucs à faire tout le temps et tout, faut les laisser s'ennuyer. Mais c'est pareil pour nous au final. D'arriver à se foutre la paix pendant 10-15 minutes et du coup, peut-être qu'on a commencé à penser à des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé en étant systématiquement ancré dans notre rythme du quotidien. Et voilà, se trouver, que ce soit pas tenir un journal, mais apprécier justement des bouquins, des revues, des documentaires, faire autre chose, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, avoir autre chose et surtout parler d'autre chose. Parler d'autre chose avec son cercle qui, en général, est en accord avec ce qu'on fait au quotidien, son cercle d'amis ou familial. Ouais, et ne pas avoir qu'une seule chose à dire. Je me rappelle j'ai fait 1 an et demi d'armée ici en Suisse. J'ai fait mon service long, donc en gros, j'ai fait tous mes jours de service d'un coup. Et je me rappelle les week-ends, c'était vraiment difficile de revenir à la vie civile avec mes amis parce que j'avais qu'une seule chose à dire. Je ne parlais que de ce que j'avais fait pendant la semaine parce que j'avais vu que ça. Et au final, je me sentais complètement déconnecté du monde réel, entre guillemets, parce que l'armée, c'est comme un écosystème avec sa hiérarchie, avec ses règles. C'est comme un jeu vidéo presque. Et quand on sort, en fait, tu n'as pas grand-chose à montrer dans la vie de tous les jours. Et ça, j'ai trouvé extrêmement bizarre dans un premier temps. Et c'est une des choses qui a fait que je ne me suis pas en fait lancé dans une carrière dans l'armée, le fait que ce soit un monde parallèle en fait, et que j'avais vraiment très très peu d'accroche dans le monde réel. Pour toi, pendant ces années en tant que compétitrice, à quoi ressemblait ton équilibre et ensuite, à quoi ressemble-t-il aujourd'hui?
Et justement, en tant que compétitrice, j'avais pas d'équilibre. C'est ça qui fait que maintenant, j'en ai trouvé un. J'avais pas d'équilibre, où c'est vrai que même, en fait, j'ai vraiment agencé ma vie autour de l'entraînement parce que j'avais vraiment cet objectif d'aller au régional. Ça a payé. C'est au final, le travail a payé. Mais c'est vrai que moi, au niveau de mon bien-être mental et physique, ben, j'y ai laissé des plumes où justement, j'avais pas d'équilibre et j'avais que ça à penser. J'étais jeune, hein, j'avais 22, 23 ans. J'avais un travail en tant qu'auto-entrepreneur dans des salles de CrossFit, donc c'était parfait. J'avais accès à mon lieu d'entraînement tout le temps, j'avais accès à dehors, enfin voilà. J'étais célibataire, j'avais pas forcément, j'ai toujours été assez organisée au niveau administratif, donc ce qui fait que j'avais pas grand chose non plus à penser au quotidien. Donc voilà, c'est vrai que j'avais toujours en fait en tête cet entraînement et le fait d'aller toujours chercher plus loin. Et à l'entraînement, là maintenant, aujourd'hui, je vais très peu dans la très haute intensité. J'y vais encore quand même. Mais j'ai compris qu'en fait, ça ne servait pas à grand-chose tous les jours. Alors qu'à l'époque, si je ne finissais pas vraiment très, 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 très mal, en fait, je me disais, j'avais vraiment en tête, OK, les autres, parce que de toute façon, arriver en compétition, t'es en compétition avec les autres. On dit en compétition avec soi-même, bien sûr, mais au bout d'un moment, la compétition sur un podium, t'es avec les autres. Donc, j'avais toujours en tête que les autres, au contraire, se mettaient aussi mal, voire plus. Donc, en fait, j'étais à celui qui allait le plus loin dans l'entraînement. Et je me rappelle, il y a des journées, alors je m'entraînais 2 fois par jour quand je pouvais, il y a des journées quand j'avais pas pu refaire mon entraînement, par exemple, de l'après-midi, je fermais la salle le soir à 21h, je restais 21h30, 22h, 22h30 pour faire ma séance que j'avais ratée. Parce que justement, je l'avais ratée, il faut quand même que je puisse la remplir dans la journée. Et si au bout de 5 minutes ça allait pas, je relançais le chrono, je repartais parce que voilà, j'avais toujours cette idée en tête qu'il fallait que ce soit. J'avais mon plan parfait en tête. Mais le problème, c'est qu'à terme, ça m'a usé. J'ai commencé à avoir des soucis hormonaux. J'ai commencé à même prendre du poids alors que je faisais avec tout le sport que je fais, et, ce que je mange, voilà, à mal dormir, à mettre, voilà. Je me suis enfermée entre guillemets dans ce cercle pas forcément vertueux du tout, qui a payé certes au niveau physique, au niveau compète, mais même au niveau compétition, je pense que j'aurais pu être encore plus performante si j'avais pu garder en fait cet équilibre, pas ce poids en trop du coup qui me gênait pour la gym, et pas aussi mentalement cette pression quotidienne et encore plus que je pouvais m'infliger. Donc ça, ce qui m'a vraiment fait revenir sur ça et prendre du recul sur l'entraînement, c'est clairement mon aspect santé. J'ai eu une endométriose, enfin j'ai toujours, hein, qui s'est beaucoup améliorée de par l'hygiène de vie que j'ai actuellement, mais une endométriose qui s'est déclarée en 2017. Est-ce que Et tu ça m'a peux, handicapée. Mais... pardon de te Dis-moi, couper, est-ce que tu pardon. peux expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent peut-être pas? Alors, c'est vrai qu'en plus, actuellement, j'ai l'impression que c'est le grand débat sur tous les soucis hormonaux féminins, mais une endométriose, en fait, c'est lorsqu'on un cycle féminin classique, on a toutes les parois du coup de l'endomètre en fait qui s'épaississent pour pouvoir accueillir en fait un ovule, le nid, et normalement lors du cycle, donc lors des menstruations, on l'élimine. Or, l'endométriose fait que toutes ces fibres en fait de l'endomètre vont ailleurs dans le corps. Donc, il y en a pour qui ça peut remonter jusqu'au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, et ça peut aller dans toutes les parties, voilà, tous les organes et toute la partie pelvienne en fait. Et c'est vrai que du coup, lors des règles en l'occurrence, lorsque on est censé évacuer, tout ce qui n'est pas évacué est actif quand même. Donc en fait, c'est des douleurs, mais des douleurs qui vont du sternum jusqu'au genou en fait, et qui sont hyper handicapantes vraiment au quotidien. On a le ventre qui gonfle, en fait, on a l'impression d'être enceinte, d'avoir des contractions, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste que c'est un état qui est comme ça. Et ça m'a vraiment beaucoup handicapée dans mon entraînement, parce que du coup, faisait que 5 jours, une semaine par mois, je pouvais faire beaucoup moins de choses. Et donc, c'est vrai que là, je me suis dit, OK, il y avait des mouvements et des types d'entraînement qui jouaient beaucoup plus sur ma douleur. Par exemple, tout ce qui était type sprint, tout ce qui est travail anaérobie,
sur des ergos, que ce soit sur du rameur, sur de la course à pied, sur d'autres types d'ergos, ben, c'était encore pire en termes d'acidité, en fait, où je sentais vraiment un retour acide encore pire au niveau de mon organisme et au niveau de mon ventre. En fait, j'avais tellement mal au ventre et ça mettait un moment avant de partir. Dès que je partais dans la haute intensité, que ce soit un effort, un effort de 3-4 minutes, type PMA, enfin, c'était pire. Tout ce qui était flexion de buste aussi, forcément. Donc, automatiquement, quand tu fais du crossfit, tu es vite limité sur beaucoup de choses. Ouais. Et voilà, j'ai réagencé un petit peu. Je mangeais beaucoup de viande aussi parce que je venais déjà, j'ai un passif muscu ou du coup, protéines animales. On avait aussi du coup, encore malgré tout, ça fait quelques années où c'est en train de diminuer un petit peu, mais on a quand même pas un marketing, mais un marketing alimentaire du sportif où il faut des protéines. Il faut des protéines et c'est vrai que je m'étais toujours intéressée à l'alimentation végétale. En plus, je viens d'un milieu végétarien. J'ai mes parents qui m'ont toujours élevée justement dans le végétarisme. Mais par contre, je me suis dit, je commence à faire du sport. Il me faut des protéines pour les muscles. Et au final, je voulais toujours garder ces protéines tant que je faisais de la compétition parce que j'avais vraiment peur. Déjà parce que je n'étais pas suffisamment bien accompagnée et que je ne savais pas trop comment faire. Si je réduisais ces protéines animales, voire si je les arrêtais, qu'au contraire, j'allais ou perdre de la masse musculaire ou être fatiguée. Et c'est là où je me suis dit, je commençais à me renseigner au niveau de l'inflammation, parce que du coup, c'est une réaction inflammatoire, l'endométriose. Donc, de regarder tout ce qui était inflammatoire. Et au final, j'étais tout dans le faux aussi. Je mangeais beaucoup de protéines animales, je buvais beaucoup de café, des produits laitiers, je mangeais beaucoup de gluten, et de fil en aiguille, c'est arrivé que, en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait qu'il y a une inflammation énorme. Plus l'entraînement qui produit lui aussi une réaction inflammatoire, qui produit une acidité, et si on ne la resynthétise pas suffisamment correctement, on la garde quand même. Et de réduire en fait tout ça, donc de réduire l'intensité, de supprimer complètement, voire de réduire drastiquement en fait les apports inflammatoires au niveau de l'alimentation. Et du coup, de se dire, OK, en fait, le plus important, c'est quoi? C'est la santé, en fait. C'est de pouvoir continuer à faire du sport, de pouvoir continuer à durer. Ça fait que, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai mon inflammation qui s'est drastiquement réduite. Toujours mal, mais beaucoup, beaucoup moins que ce que j'aurais pu avoir avant. Et puis surtout, tu peux continuer à t'entraîner, tu peux continuer à progresser. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup moins de force. Donc, j'ai perdu énormément sur les barres que j'avais pu avoir avant. Par contre, j'ai énormément augmenté mon travail d'endurance, chose que tu connais très, très bien. J'ai énormément augmenté ma part d'endurance, sur des sorties zone 2, de façon à avoir un foncier, en fait, que je n'ai jamais eu avant de commencer le CrossFit. Et ce qui fait que même là, actuellement, du coup, j'ai perdu au moins 10 kilos, de par la réduction de l'inflammation, sans forcément changer quoi que ce soit. Et c'est là où, au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre où je continue à m'entraîner. De toute façon, je suis propriétaire de salle, je suis coach sportif, donc de toute façon, je suis dedans quand même. Mais j'ai mon mari, chose que je peux dire maintenant, qui lui, par contre, n'est pas du tout... Alors, qui fait du CrossFit aussi, mais qui, lui, est dans un métier qui est totalement opposé, en tout cas, qui fait quelque chose de totalement différemment. Et lorsque je rentre, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose, on fait autre chose. On a des passions qui sont communes, mais justement, ça aide énormément, du coup, à garder, en fait, cette motivation et à garder ce goût de l'effort. Parce que quand on arrive justement à ce surentraînement, ce qu'on pourrait dire surentraînement, et on est tous les deux d'accord qu'en fait, le surentraînement, c'est ni plus ni moins que la sous-récupération, plus que du surentraînement en lui-même. Hein. C'est vrai que c'est un mot un peu symbolique. Merci. Donc, du coup, ce surentraînement-là, en fait, il faut arriver à le prendre en considération et à faire en sorte de revenir aux bases et de se dire pourquoi je fais ça. Parce que ça me plaît, en fait. Parce que j'aime le sport, parce que j'aime l'effet que ça procure sur moi, je ressens un bien-être, en fait, à faire du sport. Même si c'est à peine bouger au quotidien, en fait, je suis toujours mieux que d'avoir rien fait de ma journée. Vraiment revenir aux bases de ce pourquoi on fait ça, parce que le jour où on perd, en fait, ce goût, ce plaisir, là, il faut vraiment se poser les bonnes questions, en fait. Donc voilà, vraiment revenir à ça m'a vraiment permis justement de retrouver cet équilibre, de retrouver ce plaisir en fait à l'entraînement. Et c'est le plus important.
Pour rester sur le sujet de la femme dans le sport, un sujet qui, à mon avis, est extrêmement important et dont on ne parle pas assez de manière générale et qui doit être on doit être plus ouvert sur les conversations qu'on doit avoir. Et j'encourage tous les hommes qui nous écoutent à s'intéresser à ce sujet d'un peu plus près parce que si tu es coach sportif, il y a de grandes chances que tu vas coacher une femme à un moment donné. Et si tu ne comprends pas ces problématiques-là, qui leur sont propres, eh ben, tu risques de peut-être faire des erreurs qui peuvent coûter pas mal aux femmes en général, au niveau de leur santé, au niveau de leur performance aussi. Si on parle des cycles menstruels et de leur impact sur l'activité sportive, comment est-ce que toi, tu abordes ce sujet et comment est-ce qu'on peut déjà démystifier un petit peu la chose et simplement donner alors, pas donner des conseils directs. On n'est pas médecin, on reste chacun à sa place. Tout à fait. On n'est pas médecin, mais on peut parler d'anecdotes, on peut parler d'expériences et voilà, comment est-ce qu'on peut peut-être optimiser, comment est-ce qu'une femme peut optimiser ses entraînements autour de son cycle menstruel pour, un, tirer le maximum de ses entraînements et deux, garder cet équilibre santé dont on parle depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est super important dans le sens où la plupart des pratiquants sont en fait des pratiquantes. J'ai pas le pourcentage exact en tête, peut-être que tu l'as, mais je crois que c'est plus de 50-60% de pratiquants sportifs qui sont en réalité des femmes. Donc en fait, on va être amené à coacher, à encadrer beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est encore tabou, mais c'est tabou, nous, dans notre culture occidentale, en fait, où on a un rapport au corps qui est encore tellement tabou, tellement différent, où c'est vraiment des chagrins un peu sur lesquels il faut pas toucher, alors qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une partie du corps comme une autre. Et au-delà de ça, c'est un fonctionnement. On est comme ça depuis la nuit des temps, en fait. Donc, prendre en considération qu'une femme ne fonctionne pas comme un homme. Ça, c'est normal. On n'aura pas les mêmes prédispositions en fonction du cycle. Alors, c'est vrai que les hommes aussi, hormonalement, alors peut-être pas des cycles, mais ça fluctue quand même au cours de la vie. En revanche, c'est vrai qu'une femme, ça fluctue tous les mois. Donc, automatiquement, on va agencer en fonction. Alors déjà, cycle menstruel, ça varie en fonction de chaque femme. Il y a des femmes qui ça va durer, on va dire qu'un cycle dure entre 25, 26 et 35 jours. Donc déjà, elles vont pas avoir les mêmes effets. Et au-delà de ça, un cycle, il y a des femmes qui vont très très bien vivre leur cycle et pour qui ça n'aura absolument aucun impact. Et il y en a pour qui, c'est pas tant en fait le cycle menstruel en lui-même, c'est plus ces symptômes et c'est plus ce syndrome prémenstruel, comme on appelle ça. Donc, il faut comprendre déjà qu'au niveau hormonal, on a 2 phases, 3 si on compte l'ovulation dans le cycle. On a la phase folliculaire, donc qui est de la première jusqu'à peu près 14-15e jour, qui est la phase où on va avoir cette montée d'oestrogène et du coup cette progestérone qui reste très basse. On va avoir le pic ovulatoire où là on aura l'oestrogène au maximum et du coup cette progestérone qui là va commencer à monter un petit peu, donc le jour d'ovulation, où là certaines femmes peuvent ressentir déjà des symptômes. Et ensuite, on va avoir la phase lutéale qui là est post-ovulatoire jusqu'au premier jour des règles, où là, on a les oestrogènes qui vont redescendre, puis pour fluctuer un petit peu, pour remonter, redescendre, et la progestérone qui va monter. Donc en fait, la plupart des femmes maintenant, mais je pense qu'en fait, c'est juste qu'on en parle beaucoup plus qu'avant, ont des troubles hormonaux, des déséquilibres hormonaux. Donc, va se passer que où il y a trop de progestérone, ce qui reste quand même très rare, ou trop d'œstrogène. Et c'est là où justement, ça va pouvoir agir dans leur quotidien et surtout dans leur pratique sportive. Après, dans les 2 phases du cycle, on a des prédispositions en fonction de l'entraînement. Par exemple, c'est vrai que dans la première phase, tout ce qui est phase, donc des règles jusqu'à la phase d'ovulation, suivant comment est-ce qu'elles vivent leurs règles, où ça va être niette, ou au contraire, vont avoir un grand pic de forme. C'est vrai que la plupart des records, de toute façon, il y a plusieurs études qui ont été faites dessus, pas suffisamment, mais plusieurs, qui font que même pendant les périodes olympiques, la plupart des femmes ont eu des records olympiques, quelle que soit la phase en fait de leur cycle. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on agence. Alors, ensuite, je parle uniquement pour les femmes qui ne prennent pas de contraception hormonale, parce que là, pareil, c'est biaisé. Donc, pour celles qui ne prennent rien, qui sont vraiment dans un cycle naturel, entre guillemets, en général, la première partie du cycle, c'est là où on va être beaucoup plus réceptif aux efforts nerveux. Où justement, c'est dans cette période-là, voire pendant les règles, j'ai beaucoup de femmes qui, pendant leurs règles, me font des max en fait sur des barres, sur des charges lourdes, parce que justement, elles encaissent beaucoup mieux.
Donc, en fait, même au niveau de la température corporelle, on est beaucoup plus haute. On le sent, on a beaucoup plus chaud, un petit peu comme des bouffées de chaleur. Mais le corps supporte beaucoup mieux des efforts de type anaérobie, des efforts courts, intenses, et il résiste un petit peu plus à la douleur. Donc, c'est aussi sûrement pour ça que sur des charges lourdes, elles sont plus performantes. Et il y a également, on a beaucoup plus faim, et je pense qu'elles vont toutes se reconnaître là-dedans. Pendant cette période-là, on a envie de manger plus. C'est vrai qu'on a des envies de glucides un petit peu plus importantes, en fait, parce qu'on a une sensibilité à l'insuline qui est accrue. Donc, automatiquement, le corps va consommer beaucoup plus de glucides comme première source d'énergie. Et du coup, sur des efforts un petit peu plus longs et intenses, mais en fait, elles vont beaucoup mieux utiliser ce type d'apport. Donc voilà, il faut bien se dire que de toute façon, la force ne varie pas au cours du cycle. En revanche, c'est vrai qu'en termes de ressenti, en termes de forme, ça va être, c'est pas une science exacte, hein, ça dépend de chacune. Mais en général, elles vont être beaucoup plus réceptives en fait à ce type d'effort-là les 2 premières semaines du cycle. Et après, donc pendant la phase ovulatoire, en général, c'est là où justement elles se sentent le mieux, ou au contraire, vont avoir les symptômes des symptômes dérangeants. Ou pendant la phase ovulatoire, certaines peuvent déjà ressentir justement des seins qui gonflent, un petit peu de rétention d'eau, donc peut-être au niveau des hanches, et puis juste un pic de forme, ou au contraire une grande baisse d'énergie. Donc déjà là, ça commence 15 jours avant. Donc elles peuvent ressentir des douleurs pelviennes aussi pendant l'ovulation, elles peuvent ressentir leur ovulation. Donc là, pareil, agir dessus. On va le voir après. Déjà, on voit comment se passe le cycle. Et après, dans la phase lutéale, donc du 15e jour, à peu près 17, 18, jusqu'au premier jour des règles, là, par contre, on va avoir donc ce taux de progestérone qui va augmenter et du coup, c'est pas que lui qui agit dessus, mais on va avoir un rythme respiratoire, une fréquence cardiaque même aussi un petit peu plus élevée. Parce que justement, à cause de ça, et les types d'efforts aérobies vont être un petit peu plus difficiles parce que on sera beaucoup plus rapidement essoufflé. Il y a beaucoup de femmes aussi qui, lors des premiers jours des règles ou en amont des règles, sont un petit peu anémiées de par une perte en fait de sang beaucoup trop conséquente. Donc, ça joue également sur la fatigue, ça joue sur la respiration, sur le fait d'être essoufflé beaucoup plus facilement. Et on peut déjà, à 15 jours, 10 jours avant le premier jour du cycle, commencer à ressentir les premiers symptômes. Donc, crampes abdominales, fatigue, seins gonflés, rétention d'eau, mauvaise qualité de sommeil, bouffée de chaleur. Et là, par contre, ce taux élevé de progestérone fait qu'il faudra faire un petit peu plus attention à l'assiette parce que c'est là où on a une moins bonne sensibilité à l'insuline. Et fait que au niveau du stockage, on sera un petit peu plus enclin à prendre. Donc après, nous, en tant que coach sportif, déjà, il ne faut pas qu'elle ait peur d'en parler. C'est vrai qu'en général, moi, en tant que femme, on en parle beaucoup plus facilement qu'un homme. Parce que du coup, automatiquement, je comprends ce qui se passe. Et c'est vrai que même les hommes, alors déjà, ne sont pas concernés, normal, parce qu'en fait, ils ne sont pas faits pareil. Donc forcément, c'est des choses sur lesquelles, si on ne va pas chercher l'information, on ne peut pas deviner. Et c'est vrai que tant qu'on ne le vit pas, on a du mal en fait à ressentir vraiment ce que les femmes peuvent vivre pendant ce cycle-là. Et c'est normal, comme nous, on ne peut pas ressentir non plus ce que vous pouvez sentir lors de certaines périodes. Et donc, en fonction, il y a plein de choses qui peuvent être limitantes dans le sens où on est sensible au niveau des seins. Donc, dès qu'on va toucher la poitrine au sol, ça va faire mal. Donc, tout ce qui est contact, que ce soit des pompes, des burpees, faudra le prendre en considération. Tout ce qui est flexion de buste, ça c'est le pire, tout ce qui est flexion de buste, c'est tout ce qui est impact. Donc course à pied, saut, course à pied, saut, que ce soit corde à sauter, que ce soit saut sur quelque chose, saut par-dessus quelque chose, flexion de buste, donc que ce soit les abdos, que ce soit juste en fait le fait de tenir aussi une tension au niveau abdominal. En fait, la région abdominale, la région pelvienne est tellement saturée de trop de choses qu'automatiquement, en fait, de rajouter une tension au niveau des abdos, ça va faire mal et au contraire, il va pas se passer grand-chose au niveau impact musculaire en fait, parce que il se passe déjà trop de choses. Et évidemment, trouver une adaptation systématique sur l'intensité. Normalement, d'elle-même, la femme doit adapter. Si elle n'est pas en forme, oui, automatiquement, elle ne va pas se mettre dans le dur. Et
accentuer en fait ces symptômes-là. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'éducateurs sportifs, on se doit aussi de mettre en confiance et de vraiment traiter la chose avec bienveillance. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, ben non, on fait, que ce soit dans du perso ou d'être en groupe avec tout le monde, ben non, je suis là pour faire. Mais non, en fait, oui, on est là pour faire, mais adapté en fonction de la forme. Et justement, c'est en adaptant en fonction de cette forme qu'en fait, on va mieux vivre ce cycle, mieux vivre l'impact que ça peut avoir sur l'entraînement et continuer à s'entraîner surtout, sans être frustré par rapport au reste, par rapport aux autres. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de continuer à progresser. Donc c'est vrai que nous, on se doit de poser la question. On se doit de poser la question. Et puis, il y a tellement maintenant de pathologies hormonales, que ce soit simplement un déséquilibre, l'endométriose, les ovaires polykystiques. Il y a plein de choses en fait qui sont différentes, qui ont des symptômes ou qui se rejoignent ou pas du tout. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération et avec bienveillance. Et donc, ce que je comprends déjà pour la première phase, c'est s'écouter, comprendre comment Oui. son propre cycle fonctionne. Et ensuite, comme tu l'as dit, être ouverte avec ton coach, ta coach, en parler et pas avoir peur de peut-être aller s'éduquer ou trouver des gens qui peuvent justement apporter des réponses à toutes ces questions et potentiellement, en fait, optimiser tes entraînements par rapport à ton cycle, en fait. Oui, et puis c'est vrai qu'au final, on se rend compte que, moi je me rends compte au quotidien, que j'ai peu de femmes qui se connaissent et j'ai peu de femmes qui sont capables de me donner vraiment leur cycle en fait. Alors si déjà les femmes en elles-mêmes ne se connaissent pas trop, comment est-ce que nous, éducateurs sportifs, alors moi c'est mon créneau, donc forcément je m'y intéresse, je sais comment ça fonctionne, mais un homme par exemple qui ne sera pas allé chercher comment est-ce qu'on peut deviner? Et ça, c'est très important, même je le vois surtout au niveau du périnée. Au niveau du périnée, où on a... c'est vrai qu'on en parle, le périnée, une fois que les femmes ont accouché. Mais non, en fait, il faut en parler tout le temps. Les hommes aussi, hein, d'ailleurs. Le périnée, une fois, quand j'en ai parlé, une fois en cours, j'en ai qui m'ont demandé si c'était dans le sud-ouest de la France. Donc non, c'est bel et bien... Les hommes en ont un aussi, et heureusement. Donc ça, c'est ce qui vraiment permet aussi d'éduquer en fait forcément son plancher pelvien, mais d'éduquer aussi son ressenti et d'arriver à garder ça, à avoir cette tension, à avoir cette contraction, à sentir son corps. Et c'est quelque chose, si on n'est pas éduqué là-dessus, je le répète, hein, j'ai l'impression que c'est encore vraiment de par notre culture, de par notre façon en fait de fonctionner au quotidien, où c'est vrai que tout notre aspect bien-être et sensation corporelle, ça passe complètement à côté. Alors qu'en fait, justement, de ressentir ça, automatiquement, en termes pas d'acceptation de la douleur, parce que ça ne va pas être de l'acceptation, mais d'apprendre à vivre avec et d'apprendre à l'appréhender correctement, et ça, justement, ça va nous permettre de se sentir mieux au quotidien, en fait. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. Si Tina, pour terminer notre conversation, si tu avais un ou deux conseils à donner pour commencer aux femmes qui nous écoutent sur le sujet dont on vient de traiter, quel serait ton conseil numéro un pour celles qui peut-être commencent à en prendre conscience ou devraient en prendre conscience et souhaitent aller un petit peu plus loin dans cette réflexion pour améliorer d'abord leur état de santé et comme on espère, comme produit dérivé de tout ça, leur performance également? Mais déjà, s'informer, s'y intéresser et puis s'écouter, en fait, voir ce qui se passe au quotidien sur soi et quitte à noter, en fait, les symptômes durant les jours, en fait, du cycle, mais vraiment comprendre déjà comment on fonctionne. Parce que si nous, de nous-mêmes, on ne sait déjà pas comment ça fonctionne, l'interlocuteur ne pourra pas l'interpréter. Donc, premier abord, ça, et puis ensuite, ne pas avoir peur. C'est vrai que j'en ai beaucoup qui me disent « Ah ben non, du coup, il ne faut pas que je fasse de sport, ou alors il ne faut pas que j'ai de charge, pas d'impact et tout. » Mais si, au contraire, parce que c'est le mouvement qui va faire que tu iras mieux. Justement, encourager à franchir le pas du sport, quitte à demander d'être encadré différemment, à avoir une approche en fait différente, mais alors différente, oui et non, parce que automatiquement, comme on a dit, on a beaucoup plus de pratiquantes que de pratiquants, donc on va faire plus ou moins la même chose, mais adapter et d'elle-même prendre en considération ça pour adapter et se dire que de toute façon, c'est ça qui va me permettre de me sentir mieux, c'est le mouvement. Il n'y a rien de pire que de rester en chien de fusil à attendre que ça passe ou alors prendre des cachetons, forcément, s'il n'y a pas d'autres moyens, on en prend, mais bouger. C'est mieux de marcher que de rester inactive.
C'est mieux de faire bouger un petit peu en fait que de rester inactif. C'est ça qui est super important, c'est le mouvement. Et on en revient toujours à ça. Bouger, c'est la vie. Eh oui. Tina, je voulais te remercier pour cet échange. Merci à toi. J'ai vraiment apprécié de pouvoir parler avec toi et de creuser un petit peu dans tous ces sujets, autant la compétition, autant la santé, la femme dans le sport. Je pense que c'est tous des éléments qui se rejoignent, qui doivent pouvoir vivre ensemble, qui doivent pouvoir coexister et on doit tous les prendre en considération si on veut tous les optimiser au mieux. C'est vrai. Merci à toi en tout cas, Sean. C'est vraiment très gentil de ta part de m'avoir sollicité. Bien sûr. Où est-ce que, peut-être pour ceux qui seraient intéressés à soit en apprendre un peu plus sur toi ou même te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, Tina? On me retrouve sur Instagram sous Titan Squat. Et si vous voulez faire une séance d'essai, ça se trouve à Reims chez Remes CrossFit. Super. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Les liens sont dans la description. En tout cas, merci encore à toi et puis à bientôt. Salut Sean, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!